Troisième sous-partie sur la conception, comment mieux coder. Donc on va voir notamment les notions d'héritage, mais aussi d'interface. Alors il y a différentes façons de mieux coder. Nous, on va s'intéresser essentiellement pour l'instant au reuse. Alors le reuse, ça se lit dans deux sens. Déjà, c'est réutiliser du code. Pourquoi réutiliser du code? Déjà, c'est gagner du temps. Si vous avez une bibliothèque qui marche très bien et qui a déjà été codée, ça ne sert à rien de la recoder. Et puis ensuite, c'est aussi exploiter du code réputé, réputé sûr, réputé performant. Donc, on gagne et du temps et de la qualité. Mais reuse, c'est aussi coder pour être réutilisé. Donc, c'est-à-dire penser que son application, elle va être réutilisée par d'autres développeurs ou même par nous plus tard. Elle va évoluer. Donc il faut faciliter cette réutilisation et pourquoi pas anticiper les futurs remplacements. Alors pourquoi j'ai ciblé le reuse? Parce que ça va me permettre d'introduire ces deux concepts dans ce cours que sont l'héritage, très intéressant au niveau des classes, et au-delà, c'est ce concept d'interface. Alors je commence par l'héritage. L'héritage, c'est une relation entre deux classes. Une classe peut hériter d'une autre classe. En UML, c'est construit comme ça. J'ai la classe A ici qui hérite de la classe B. On fait une petite flèche comme ça un peu pleine. C'est en fait une relation de conformité, de substituabilité entre les objets. Donc j'ai les objets ici instances de la classe A, j'ai les objets instances de la classe B. Et en fait, si A hérite de B, ce que j'ai dessiné ici, en fait, les objets instances de la classe A ont toutes les données définies par les propriétés de la classe B. Pour les traitements, les objets instances de A sont responsables de toutes les méthodes définies par B. Donc voilà, vous avez votre classe B, vous avez des propriétés ici, là on a des propriétés, des traitements ici. Vous avez votre classe A qui peut, on verra, rajouter des choses ou pas. Si vous faites un new de A, par défaut, grâce à cette relation d'héritage, eh bien cet objet, appelons-le O, et il va posséder toutes les données définies par ses propriétés et il va être responsable de toutes les méthodes qui sont définies par B. Alors en fait, ce principe de substituabilité, c'est ce qu'on appelle le principe de Liskov. Si tu as besoin d'un objet instance de B, donc moi j'ai besoin d'un objet instance de B, je vais lui demander de réaliser les traitements qui sont définis par ces méthodes, eh bien tu peux utiliser à la place, sans aucun problème, tu peux utiliser un objet instance de A. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut comprendre l'héritage, qui est une relation qui est entre deux classes et dont l'explication, dont la sémantique va se voir au niveau des objets. Alors allons un peu plus loin avec cette notion d'héritage et parlons de méthode. Qu'est-ce qui se passe au niveau des méthodes lorsqu'on met de l'héritage? Alors je vais considérer, hop, que j'ai toujours ma classe A qui hérite de la classe B. Alors on a vu tout à l'heure, je vais pas le rappeler, que comme A hérite de B, toute instance de la classe A est responsable des traitements proposés par B. Donc si ici j'ai une méthode qui s'appelle bar, eh bien je peux appeler bar sur l'objet instance de la classe A. Ok, alors maintenant je vais introduire de nouvelles notions qui sont la notion de surcharge d'abord et puis de polymorphisme ensuite. Cette classe A qui est ici, elle peut définir de nouvelles méthodes. Donc je reprends ma classe A ici, je vais parler d'abord de surcharge. Je prends ma classe A et je vais définir une nouvelle méthode. Cette méthode, je vais l'appeler bar, mais je vais changer un tout petit peu sa signature. Donc je vais dire par exemple qu'elle va prendre un booléen. Donc là, je fais de la surcharge. Si la sous-classe définit une méthode avec une signature similaire, c'est-à-dire presque identique, mais tout est dans le presque, c'est pas tout à fait pareil, et malheureusement, ça dépend du langage de programmation. Alors on va considérer que c'est une nouvelle méthode. Donc comme c'est une nouvelle méthode, seuls les objets instances de cette classe sont responsables de cette méthode. Donc ça veut dire que seuls les A new A.bar peuvent exécuter cette méthode, par exemple si je donne true. Dit autrement, si j'ai un B égale new B, lui, il ne sait pas, il n'a pas le code, il ne sait pas exécuter cette méthode. C'est une nouvelle méthode. Alors ça, c'est pour la surcharge. On vient de voir la surcharge. Donc la surcharge, ça vous permet d'ajouter des méthodes, même si elles sont presque identiques, presque similaires. Je peux ajouter une nouvelle méthode dans cette sous-classe et seuls les objets instants de cette sous-classe pourront être responsables de ces méthodes. Alors par contre, ce que je peux faire aussi, et ça c'est
très intéressant en objet, c'est redéfinir cette méthode bar avec exactement la même signature. Donc c'est la même signature que la méthode bar qui était là. Par contre, je vais mettre un nouveau code ici. C'est le code qui est différent du code qui était là. Alors ça s'appelle du polymorphisme. Et le polymorphisme est un peu particulier parce que le code qui va être exécuté va dépendre en fait de qui a instancié l'objet. Je vais vous faire par exemple cette classe A qui est une instance de la classe A. Ça, c'est un objet instance de la classe A. Si je fais A.bar, alors en objet, on va reconnaître que cet objet est instance de la classe A, donc c'est ce code qu'on va utiliser. Par contre, maintenant, si je fais un B, new B, B.bar, alors dans ces cas-là, le langage va reconnaître que cet objet est instance de la classe B, et donc c'est ce code-là que je vais exécuter. Donc selon la construction, selon qui a construit l'objet, selon la classe en fait, eh bien soit on va exécuter ce code-là, soit on va exécuter ce code-là. Ça s'appelle du polymorphisme. Alors maintenant qu'on a bien compris ce qu'était l'héritage, on va se poser la question, mais à quoi ça sert, ou plutôt quand est-ce que je peux utiliser l'héritage? Alors il y a trois cas. Moi je considère trois cas où il faut absolument songer, au moins songer à exploiter l'héritage. Le premier cas, c'est lorsqu'on veut réduire la redondance de son code. Si en lisant votre code, vous vous rendez compte que vous avez deux classes, la classe, imaginons A et B, qui vont avoir exactement la même méthode. Donc ici, c'est la méthode foo. Je suis désolé, j'écris tout petit avec le même code. Donc ça arrive assez régulièrement où on s'aperçoit que finalement on est en train de créer deux classes et finalement c'est vraiment le même code dans les deux classes. Donc là j'ai A et B. Dans ces cas-là, si deux classes A et B ont un même code, elles devraient hériter d'une superclasse qui contient ce code. Donc là, ce que je devrais faire, c'est faire une nouvelle classe ici. Je vais l'appeler la classe C et dans cette classe, je mets la méthode foo avec son code. En faisant ça, je peux effacer le code qui est ici, parce que grâce aux propriétés de l'héritage, je n'ai pas besoin de l'avoir ici, et je peux effacer le code qui est ici. Alors ce qui est intéressant avec cette façon de faire, vous voyez, c'est que du coup, on réduit la redondance de code. Et comme on réduit la redondance de code, on réduit l'impact d'un bug. Il n'y a que dans ce code que je peux écrire. Donc si jamais il y a un bug, eh bien je n'ai qu'à le fixer ici. Dans l'autre cas, s'il y avait eu un bug, j'aurais été obligé de le fixer, de le réparer, pardon, c'est un anglicisme, de le réparer dans les deux classes. Donc ça c'est le premier cas. Alors le deuxième cas, c'est lorsque vous voulez étendre une classe pour la réutiliser. Vous avez une classe qui vous est donné par un autre développeur ou une bibliothèque, ce genre de choses. Voilà, ça c'est une classe C. Et vous dites, oh là là, toutes les propriétés qu'elle fait, c'est vraiment pas mal, puis les méthodes qu'elle fait, c'est pas mal. Et moi j'ai envie juste d'ajouter deux, trois petites choses. Et bien dans ces cas-là, vous devez songer à hériter cette classe, donc mon C, et vous allez pouvoir ajouter, donc hein, on a vu qu'on peut ajouter ici de nouveaux traitements, on a même vu le polymorphisme qu'on peut mettre les mêmes méthodes et changer le code. Donc là en fait vous modifiez la classe existante à l'aide de l'héritage. Alors l'intérêt de cette approche, c'est que si jamais vous avez un vieux programme, enfin un autre programme, je ne devrais pas dire vieux, je devrais dire un autre programme qui lui n'utilise pas votre classe, mais utilise cette classe, eh bien vous ne le modifiez pas. Ce qui est intéressant, c'est que votre modification, elle est indépendante. Elle ne va pas mettre en péril l'ancien programme. Donc ça c'est super intéressant. Le troisième cas où on doit songer à faire de l'héritage, c'est lorsque vous avez un template de code pour un autre développeur. Alors je m'exprime, vous avez ici, vous êtes en train de faire une classe A, tac, tac, et en fait vous avez envie qu'un développeur réalise une partie d'un traitement, par exemple ce traitement foo, tac, tac, tac. Vous ne savez pas ce qui va se passer ici. Ah mince, ça j'aimerais bien que ce soit un autre développeur qui le réalise. Mais vous dans votre code, eh bien vous appelez foo. Donc là vous avez une autre méthode bar, hop. Et ici, quelque part, dans le code de barre, vous appelez foo. Alors, je vais donner un exemple un peu plus concret. Je vais dire, je ne sais pas moi, que j'ai public class, que j'ai une liste, voilà, une liste de contacts. D'accord. J'ai plein de choses dans cette liste de contacts et à un moment donné, il y a la méthode save. Voilà, j'ai envie qu'on puisse sauver dans un fichier, par exemple, voire même dans autre chose, hein, peu importe. Et ce code-là, je n'ai pas envie de l'écrire parce que c'est un code technique. Donc je ne l'écris pas. Hop, je fais point virgule, on verra, ça sera un code abstrait. Et par contre, n'importe où dans mon code ici, j'ai envie d'appeler save. Je peux appeler save. Hein.
Bon, là, on me dira, bah oui, mais cette classe, elle n'est pas complète. Elle n'est pas tout à fait complète. D'accord? Il faut que ce soit un autre développeur. Son boulot, ça va être de la compléter. Dans ces cas-là, cet autre développeur, ça sera assez simple pour lui. Il devra écrire une nouvelle classe, sub, il va hériter de votre code et il devra juste coder la classe, pardon, la méthode qui manque. Donc, pourquoi pas save, écrire le code de save. Tac, 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 tac. Donc, en faisant ça, c'est une relation super intéressante qui est souvent utilisée, où vous définissez une classe abstraite. Donc, ça s'appelle une classe abstraite parce que tout n'a pas été fini. Et vous proposez à l'autre développeur d'hériter de votre classe abstraite et de coder la méthode qui manquait. Et vous avez déjà tout câblé, hein, les appels sont déjà mis en place. Alors maintenant, on va présenter ce concept d'interface. Une interface, ça définit un contrat d'usage entre un fournisseur de traitement et un consommateur. Plus concrètement, une interface, c'est un ensemble de signatures de méthode. Alors en Java, on peut ajouter le comportement par défaut, mais on va rester concentré sur cette définition de base, ensemble de signatures de méthode. C'est donc un contrat. Pour le fournisseur, l'interface contient les méthodes qu'il doit réaliser. Donc là, il y a une obligation, on doit réaliser toutes les méthodes de l'interface. Pour le consommateur, c'est les méthodes qu'il peut appeler. Donc on a vraiment le consommateur, qui est ici, le fournisseur, qui est là, et sans interface, le consommateur peut consommer des méthodes, enfin des traitements qui sont proposés par l'objet. Avec cette définition d'interface, on a un contrat. Donc il y a un lien un peu plus clair, donc c'est au niveau de la programmation. Et là, on a l'ensemble des méthodes. Et finalement, le fournisseur doit respecter ce contrat. Il doit réaliser toutes les méthodes qui sont définies dans cette interface. Et le consommateur peut, lui, appeler certaines méthodes qui sont présentes dans cette interface. Signature de méthode. Alors, quand passer par une interface? Essentiellement, du côté du consommateur, quand on veut masquer l'implémentation. On veut que le consommateur consomme des traitements sans savoir comment ils sont implémentés. Plus précisément, le consommateur ne dépend pas de la classe qui contient le code. Alors, je vais passer au niveau des classes. Donc là, j'ai la classe du consommateur. Je vais l'appeler conso. Allez, c'est la classe du consommateur. Là, j'ai la classe du fournisseur. Allez, fournisseur. Et donc ici, je vais faire sans interface. Donc on va avoir une méthode, par exemple foo, et le code associé. Le consommateur va appeler cette méthode. Quelque part ici, il y a foo qui va être appelé. Sans interface, vous voyez bien qu'il y a une dépendance. Donc consommateur ne peut pas être compilé sans que fournisseur soit compilé. Avec cette définition de l'interface, j'ajoute ici quelque chose au milieu. J'ajoute donc mon interface. Je la nomme comme je veux. Certains aiment bien finir par ITF. Pourquoi pas? C'est pas forcément nécessaire. Surtout, ce qui est important, c'est de comprendre le rôle qu'elle joue. Donc, on va lui donner un nom intelligent. Ici, mon exemple n'est pas intelligent, donc je n'ai pas d'exemple de bon nom. Je vais définir la méthode de ce service. Et en fait, le consommateur va maintenant dépendre de cette interface et le fournisseur, lui, alors en UML, on dessine ça comme ça, va devoir réaliser cette interface. Vous voyez bien maintenant que le consommateur peut être compilé, cette classe-là peut être compilée uniquement si jamais cette interface-là compile. L'unité de compilation pour le consommateur, je vous le dessine ici, ce sont la classe plus l'interface. Du côté, je vais changer de couleur, du côté du fournisseur, l'unité de compilation est celle-ci. Le fournisseur, pour compiler, a besoin lui aussi de l'interface. Donc si je veux masquer le code, vous voyez ici, je masque le code du côté du consommateur, je passe par une interface. Le deuxième intérêt, quand on passe par une interface, c'est qu'on veut fixer des contraintes sur
des fournisseurs. Je vais effacer parce que ça prend un peu de place. Donc là, vous avez un fournisseur qui va être codé, mais vous voulez absolument fixer des contraintes sur ce fournisseur. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez définir d'abord l'interface et demander à votre fournisseur de respecter ce contrat. Donc lui n'aura pas d'autre choix que de devoir réaliser l'interface. Pour pouvoir compiler, il faudra alors qu'il code toutes les signatures qui ont été définies dans l'interface. Donc on a vraiment cette notion de contrat. Le fournisseur doit respecter et doit coder, c'est là bien ici que j'aurai le code, doit coder toutes les signatures de méthode qui sont définies dans l'interface. Donc deux raisons pour utiliser une interface. Soit on veut masquer pour le consommateur le code qui est appelé, soit on veut fixer des contraintes sur le fournisseur. Bien, on a présenté ces concepts d'héritage, d'interface. Maintenant, on va parler conception et plus précisément, on va parler de couplage, avec cette relation qu'il y a entre couplage fort et couplage faible. Donc déjà, rappelons, une classe qui dépend d'une autre classe a un couplage fort. Je parle ici de compilation. Si vous avez une classe A et ici une classe B, si vous avez besoin de compiler B pour pouvoir compiler A, principalement parce que A ici va utiliser des méthodes qui sont définies dans la classe B, alors vous avez un couplage fort. Alors la question qu'on va se poser, c'est quel est l'impact de l'héritage et de l'interface sur le couplage? Alors on va commencer par l'héritage, et plus précisément par le cas 1 que j'ai présenté juste avant. Donc, où on va profiter de l'héritage pour réduire la duplication de code. Pour rappel, vous avez deux classes ou plus. Ces classes définissent des méthodes. Ici, j'ai une méthode foo. Là, j'ai la même méthode foo avec exactement le même code. Donc, dans ce cas, je vous l'ai dit, il est plus que conseillé de créer une super classe, de déplacer cette méthode ici, et ainsi vous pouvez supprimer les deux codes. Donc là, on va réduire la duplication de code. Alors, ce faisant, on a introduit un couplage. Cette classe est couplée avec sa superclasse et cette classe est couplée avec cette superclasse. Pour autant, ici, on a un compromis. On a un beau compromis entre le couplage et la duplication de code. Donc, on dira finalement que, OK, on a augmenté le couplage, mais on a réduit la duplication de code. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Donc cas 2 que j'ai présenté de l'héritage, c'est lorsqu'on va étendre une classe. Donc vous avez une classe A qui existe et vous voulez étendre cette classe A. Donc vous voulez ajouter des choses sur cette classe. Vous allez faire un héritage et vous pouvez ajouter de nouvelles méthodes et pourquoi pas de nouvelles propriétés. Donc là encore, on va augmenter le couplage en faisant ça. Vous voyez bien que j'introduis un couplage ici. La classe A++, excusez-moi, je l'ai mal nommé, mais la classe A++ est couplée à la classe A. Alors, il y a un concept très intéressant en objet qui s'appelle la délégation. Plutôt que d'utiliser l'héritage, imaginons, je refais ma classe A++, et vous voyez que je vais avoir ce qu'on appelle un délégué. Je vais avoir une propriété qui va être typée par la classe A. Excusez-moi, je gomme ici. Et de fait, à chaque fois, alors avant c'était natif, je pouvais appeler les méthodes, si j'ai une méthode ici foo, comme je suis sous classe, je peux directement appeler la méthode foo. À chaque fois que je vais vouloir appeler cette méthode foo, eh bien, je vais passer par mon délégué a.foo. Alors, ça marche si ce que vous voulez réutiliser, c'est accessible via les méthodes publiques, bien sûr. Donc en faisant ça, si vous regardez bien, en fait, bon, j'ai pas changé grand-chose au niveau du couplage parce que la classe A++ est toujours couplée avec la classe A. Qu'est-ce que j'ai changé par contre? Eh bien, le couplage est un peu moins fort, il est un peu plus faible parce que ici j'ai une propriété.
Et je peux donc imaginer que, je vais passer au niveau objet, ici j'ai un objet instance de la classe A++, donc c'est mon A++1, numéro 1 on va dire. Et donc lui, dans sa base de données, il est lié avec un objet qui va être A1. Eh bien, vous voyez qu'il peut connaître cet objet A1 juste au moment où il en a besoin, puis prendre un autre, etc. etc. Alors qu'ici, c'est un couplage beaucoup plus fort. Hein. On n'a pas du tout le délégué, donc on n'a pas le couplage au niveau des objets, c'est carrément un couplage au niveau des classes. Donc on va parfois préférer, quand c'est possible, hein, si les appels qu'on fait sont publics, on va préférer l'exploitation d'une délégation. Alors si en plus on définit l'interface de A, si je ne vais pas non seulement typer cette propriété par la classe A, mais si j'arrive à faire A interface, donc je vais diminuer encore plus le couplage parce que je vais le limiter aux méthodes que je vais utiliser. Donc là encore, on peut utiliser l'interface, et là ici la délégation, pour diminuer ce couplage introduit par l'héritage qui est quand même fort intéressant parce que je réutilise le code qui était déjà codé. Bien, le cas 3, ou dans lequel on utilise l'héritage, c'est lorsqu'on veut imposer des contraintes. Hein. Pour rappel, je définis une classe ici, ma classe A. J'avais comme exemple donné le cas de la méthode save. Cette méthode save va être abstraite et donc j'ai une implémentation ici. Je ne sais pas comment la nommer. Et je vais hériter de cette classe-là et je vais donner le code ici. Bien, donc là encore, j'ajoute un couplage. Cette classe-là est couplée avec la classe A, mais j'ai envie de dire que ce couplage, il est normal. C'est normal. Là, j'ai une contrainte qu'il faut que je respecte, donc j'hérite de cette contrainte. Donc si maintenant je passe par une interface, alors là, comment je vais pouvoir passer par une interface? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir une interface dans laquelle je vais mettre la méthode save. Et je vais demander non pas à cette classe d'hériter complètement de la classe abstraite, mais de réaliser uniquement la méthode save. Alors ça marche, hein, ça marche dans certains cas si on n'a que ce code à réaliser, quoi. Donc là, on limite le périmètre du fournisseur. C'est intéressant parce que le fournisseur ne peut pas changer les autres méthodes qui sont là. Et après, il faut s'arranger. Donc là, c'est AITF, pardon. Il faut s'arranger pour que ici, eh bien, j'utilise un délégué, pourquoi pas. Donc je vais appeler AITF. Et je l'appelle le délégué. Et à chaque fois que j'appellerai sauve, je ferai délégué.sauve. Donc là encore, l'exploitation d'une interface là, va ajouter un tout petit peu de couplage, mais c'est vraiment limite parce que A est maintenant couplé à AITF. L'implémentation est couplée à l'interface. Donc j'ajoute un tout petit peu de couplage. Néanmoins, je limite le périmètre du fournisseur. Donc je vais limiter un peu ce couplage. Bien, de manière plus générale, l'interface est quand même très intéressante dans le cadre du couplage. Donc essentiellement, l'interface permet de limiter ce que j'appelle le périmètre du couplage. Et on va voir aussi que ça facilite l'injection de dépendance. Donc, je vais vous expliquer cela. Donc j'ai une classe A qui est ici, et j'ai une classe B qui est ici. Et je vais dire que cette classe B propose une méthode foo. Donc la classe A qui est ici, quelque part dans son code, on va avoir forcément b.foo. Donc naturellement, on voit bien que la classe A dépend de la classe B. Donc ça veut dire que si ici j'ai plein de propriétés, plein de codes, etc., alors que finalement je n'appelle que foo, mais vous voyez que la classe A dépend de l'intégralité de la classe B. Donc déjà, si je passe par une interface, B interface, tac, que je définis la signature de cette méthode, foo, que je fais en sorte que B réalise cette interface, vous voyez bien que déjà j'ai limité le périmètre de la dépendance parce que A ne dépend plus que de B interface. Ici, je peux changer mon code et dire que B maintenant est typé par BITF. Et B dépend de cette interface. Donc là, j'ai vraiment limité le périmètre du couplage. Ensuite, finalement, je vois bien qu'ici, il va falloir à un moment donné que j'obtienne B. Donc si jamais je propose une méthode qu'on pourrait appeler inject,
qui va donner ce BITF. Excusez-moi, j'écris très mal. Donc ça permet de donner à l'objet, en quelque sorte je vais avoir l'objet A, donc ici c'est mon objet A, de point A. Ça lui permet de lui donner la référence vers l'objet qui réalisera cette méthode au dernier moment. Donc là on appelle ça une injection de dépendance et c'est plus facile lorsque on a vraiment délimité le périmètre de cette dépendance à l'aide d'une interface. Bien, une petite synthèse sur cette troisième partie là, sur ce cours qui présente les bases du paradigme orienté objet. Donc on a présenté des notions très intéressantes sur la conception, essentiellement l'héritage et l'interface. On a vu que le but était d'améliorer la réutilisabilité d'un code. Donc j'ai présenté cette notion d'héritage, qui est une relation entre deux classes. Je vous pointe le principe de Liskov, qui est vraiment important. Si tu as besoin d'une instance de B, tu peux utiliser une instance de A, et donc A hérite de B. J'ai présenté aussi cette notion d'interface. On a un typage du fournisseur, enfin c'est vraiment un contrat, même un contrat entre un fournisseur qui doit réaliser les méthodes présentées dans l'interface et un consommateur qui lui peut exploiter les traitements qui lui sont proposés. Et puis ensuite, je me suis un peu étendu et vous ai présenté l'impact de l'héritage et de l'interface. Donc essentiellement avec l'héritage, on va rajouter du couplage, forcément, donc d'où d'autres mécanismes type la délégation pour faire en sorte que ce couplage soit un peu moins fort dans le temps surtout, et aussi l'exploitation de l'interface où là on va réduire le périmètre du couplage.